The Conversation France. In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Bienvenue dans notre série Défis globaux, solutions locales, réalisée en partenariat avec le CIRAD. Dans cette série, nous allons découvrir comment les scientifiques tentent de répondre localement aux défis globaux. Pour ce 3e épisode, consacré à la préservation de la biodiversité, direction le continent africain, en 2022 auront lieu les négociations finales qui donneront un nouveau cadre à la protection des écosystèmes naturels au niveau mondial. L'initiative phare vise à classer 30% des territoires nationaux en aires protégées, dont 10% en conservation stricte. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Nous retrouvons tout de suite Charles Doumange, chercheur en écologie et en gestion des forêts tropicales, pour mieux comprendre ce que sont ces aires protégées dans le monde et plus particulièrement en Afrique, et aussi comment on peut évaluer leur efficacité. Charles, bonjour. Bonjour Jennifer. Charles, une aire protégée, qu'est-ce que c'est ? Et aussi, pour quelles raisons est-ce que c'est devenu l'un des instruments principaux de la protection de la biodiversité dans le monde ? Je vais commencer par vous donner la définition qui est proposée par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui fait office de référence internationale en la matière. Alors c'est une définition un petit peu longue. Une aire protégée est un espace géographique clairement défini, qui est reconnu, dédié, géré par des moyens légaux et d'autres moyens efficaces pour parvenir à la conservation à long terme de la nature avec les services écosystémiques et les valeurs culturelles associées. Alors tous les mots comptent dans cette définition. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'un territoire dont l'objectif de gestion principal est la conservation de la biodiversité à long terme. Il est tout à fait possible de prendre en compte la biodiversité dans des aménagements d'infrastructures comme des routes ou des barrages par exemple, dans l'exploitation forestière ou l'agriculture, mais c'est surtout dans les aires protégées que l'on peut protéger de manière durable les espèces et les écosystèmes naturels. C'est pour cela que ces aires protégées sont au cœur des stratégies de conservation et de gestion durable de la biodiversité. Prenons le cas par exemple des forêts de montagne de la branche occidentale du Rift africain, qui est à la frontière de l'Ouganda, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Dans ces territoires, la déforestation a été très très importante. Si vous avez un ordinateur, si vous ouvrez Google Earth, vous verrez que les seules forêts qui subsistent sont celles qui sont incluses dans les aires protégées. Ailleurs, il n'y a plus rien. Quasiment toute la végétation naturelle a disparu, sans parler de la faune, qui a été chassée depuis très longtemps. Plus de 98% des gorilles de montagne ne subsistent que dans ces aires protégées. Et malheureusement, cet exemple n'est pas unique. Charles, vous venez de nous donner la définition d'une aire protégée, mais où est-ce qu'on trouve ces espaces et à quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe plus de 265 000 aires protégées dans le monde, qui couvrent à peu près 16% des terres et un peu moins de 8% des mers. Ces aires protégées, elles ont été mises en place un petit peu partout, que ça soit sur terre comme sur mer. Chacun d'entre nous, chacun des auditeurs qui nous écoutent, en a certainement une près de chez soi ou en a certainement visité une, en France ou ailleurs dans le monde. En France, une commune sur deux abrite sur son territoire au moins une aire protégée. Par exemple, moi qui suis du Midi, qui habite dans la région de Montpellier, il y a tout près de là où j'habite, le parc national des Cévennes, par exemple, qui couvre plusieurs communes. J'ai eu l'occasion aussi de visiter relativement récemment le parc naturel régional du Luberon, qui est un endroit vraiment exceptionnel en termes d'intégration de la nature et avec les activités humaines, et là aussi qui couvre plusieurs communes. En fait, un Français sur deux réside dans ces communes. Les caractéristiques des aires protégées, elles ne sont pas les mêmes sur tous les continents. Elles peuvent varier. En particulier, en Europe, on voit que les aires protégées sont souvent de taille relativement réduite
mais elles sont très nombreuses, beaucoup plus nombreuses que sur d'autres continents. Et souvent, elles bénéficient de plusieurs types de protection légale. Par exemple, un parc national sera en même temps une réserve de biosphère ou un parc naturel régional. Il y a des arrêtés de protection de biotopes qui peuvent se superposer avec d'autres types d'aires protégées. Voilà. En Afrique ou en Amérique du Sud, par contre, les aires protégées sont moins nombreuses, mais elles sont souvent beaucoup plus vastes et elles peuvent faire, par exemple, plusieurs centaines de milliers d'hectares. Ces aires protégées, elles peuvent aussi protéger des écosystèmes qui sont encore dans leur état naturel, qui ont été assez peu perturbés par les activités humaines, avec une flore et une faune intactes. Elles peuvent aussi renfermer, à l'inverse, des paysages qui sont façonnés par les communautés humaines depuis parfois des milliers d'années. Je pense par exemple aux zones côtières du Cameroun qui vont jusqu'au Gabon, où les populations africaines, en particulier les populations bantoues qui ont migré depuis plus de 2000 ans, se sont installées dans ces zones-là et on a des aires protégées qui sont là, qui ont été plus ou moins influencées par les activités humaines. Je reviens sur le cas du parc national des Cévennes, par exemple, qui a été occupé par les populations humaines depuis très très longtemps et qui est le reflet en fait d'un équilibre entre la végétation et les activités humaines. Mais ces aires protégées, elles peuvent aussi être très différentes sur un ensemble de paramètres. Je pense en particulier du point de vue légal ou du point de vue de leur gestion. Certaines aires protégées, par exemple, sont créées par les États suite à des processus de consultation des communautés rurales et locales plus ou moins exhaustifs. Et ce sont ce qu'on pourrait nommer des aires protégées réglementaires. C'est souvent le cas, par exemple, des parcs nationaux les plus emblématiques, les plus connus des aires protégées. Dans d'autres cas, les aires protégées sont créées par un ensemble de parties prenantes, par un ensemble de communautés ou de groupes d'intérêt qui ont un projet, qui portent un projet de territoire collectif et qui signent un contrat entre eux. Un contrat qui a en particulier pour objectif de protéger la biodiversité sur le territoire, mais aussi souvent de mener un ensemble d'autres activités qui sont compatibles avec cette protection. C'est ce qu'on appelle des aires protégées contractuelles. C'est le cas des parcs naturels régionaux français. On entend souvent dire qu'une aire protégée, c'est une mise sous cloche de la nature. Pourquoi est-ce qu'on a cette image et qu'elle est si répandue ? Une aire protégée, est-ce que c'est un espace clos ? Alors cette perception des aires protégées vient tout d'abord du fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur ces territoires. Il y a des contraintes, bien entendu. La plupart des personnes qui confondent aires protégées et parc national, c'est une catégorie d'aires protégées dont la réglementation est la plus contraignante, ont aussi un petit peu cette idée en tête que l'aire protégée va les empêcher d'avoir un certain nombre d'activités sur le territoire. Donc les adversaires en fait des aires protégées ont créé cette expression de mise sous cloche afin de se positionner souvent en victime d'une exclusion. Mais les aires protégées, elles sont ouvertes sur le monde. Tout d'abord, d'un point de vue écologique, les animaux, les oiseaux par exemple, les graines qui sont portées par le vent, les humains eux-mêmes, les êtres humains eux-mêmes rentrent et sortent de ces territoires. Donc on ne peut pas dire que ces territoires sont mis sous cloche, puisqu'il y a une percolation d'un côté et de l'autre de la limite du territoire. L'expression aire protégée, elle cache aussi une grande diversité de territoires. Dans tous les pays, il existe différentes catégories d'aires protégées que l'UICN a tenté de rassembler en 6 grandes catégories. Alors, ces catégories, cela va des réserves naturelles intégrales où il y a une conservation, une protection très importante, avec peu ou pas d'activité humaine à l'intérieur du territoire, jusqu'à des aires protégées qui sont créées pour une utilisation durable de la biodiversité selon des modes d'utilisation traditionnels. Charles, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces catégories d'aires protégées ? Oui, je peux vous donner quelques exemples. La catégorie 2 de l'UICN est la catégorie qui est la plus connue parce qu'elle inclut les parcs nationaux, qui sont les aires protégées les plus connues du grand public. Mais même ces parcs nationaux, qui constituent une catégorie d'aires protégées avec
beaucoup de limites vis-à-vis des activités humaines. On ne peut pas y faire de l'exploitation forestière, par exemple, ou de l'agriculture, ou mettre en place une grosse infrastructure. Même ces espaces-là ne sont pas des espaces qui sont mis sous cloche. Pourquoi ? Parce que ce sont des territoires qui renferment, bien entendu, des écosystèmes en bon état de conservation, qui sont dédiés aussi aux activités, par exemple, de recherche, mais aussi et surtout aux activités touristiques, aux activités de formation aussi, d'éducation environnementale par exemple. Et je reviens sur l'activité touristique. Je pense ici en particulier à des aires protégées que je connais dans cette région du Rift africain dont je vous parlais tout à l'heure, les parcs nationaux des Virunga en République démocratique du Congo, la forêt de Bwindi en Ouganda, le parc national des volcans au Rwanda. Toutes ces aires protégées incluent des populations de gorilles de montagne importantes et le tourisme de vision de ces gorilles a pu être développé dans ces aires protégées. Et cette activité touristique, elle bénéficie bien entendu aux États parce que ça leur permet d'avoir des rentrées de devises quand il y a des touristes internationaux qui viennent visiter ces aires protégées, mais aussi elle bénéficie à des opérateurs privés, des hôtels, des restaurants, des gens qui s'occupent de l'organisation des visites, et aussi aux communautés riveraines qui soit sont impliquées dans la gestion du parc, soit bénéficient de ces activités touristiques. Une autre catégorie qui est complètement différente, c'est la catégorie 6 de l'UICN. Sur ces territoires, on peut exploiter de manière traditionnelle, non industrielle, certaines ressources naturelles. Alors ça peut être par exemple des produits forestiers non ligneux, ça peut être comme des fruits ou des graines ou des feuilles qui sont consommées localement. Ça peut être aussi le saignement d'EVA naturels pour récolter du caoutchouc naturel. Ça peut être aussi d'avoir des activités de chasse, mais de chasse contrôlée, qui ne vont pas faire diminuer et entraîner la disparition des populations chassées, etc. Charles, comment est-ce qu'on évalue la réussite de ces zones ? Là, Jennifer, vous touchez un point important de la gestion de tout territoire, quel qu'il soit. Qu'il s'agisse d'une aire protégée, d'une forêt de production, d'un espace agricole, on peut se poser la question de savoir quelle est leur efficacité de gestion finalement. Cette efficacité de gestion, elle se mesure face à des objectifs de gestion que l'on se donne. Alors ça peut être des objectifs de protection de la biodiversité, mais aussi de production de bois par exemple, de production agricole, d'équité sociale dans la répartition des coûts et des bénéfices de cette gestion, etc. Concernant les aires protégées, leur efficacité de gestion peut être très variable. Cela dépend à la fois des investissements consentis par les États et leurs partenaires, des investissements financiers et des investissements humains. Cela dépend aussi de l'importance des réseaux de contrebande et de la corruption qu'il peut y avoir dans un pays, qui peuvent toucher souvent les plus hauts sommets des États. Par exemple, on sait très bien en Afrique centrale, dans les régions où je travaille, que les réseaux de chasse à l'éléphant, de contrebande d'ivoire, sont soit mis en place, soit protégés par les instances au plus haut niveau des États, malheureusement. Donc c'est très très difficile de lutter contre ces réseaux-là. Cette efficacité de gestion dépend aussi de l'équité dans la répartition des richesses nationales. Quand on a un pays relativement riche, comme peuvent l'être des pays comme le Gabon ou le Congo, avec des populations qui sont relativement peu importantes, on peut supposer que toutes les communautés, y compris les communautés rurales les plus isolées, pourraient bénéficier de cette richesse. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. On sait très bien que quel que soit le pays, il y a toujours des communautés rurales, des communautés relativement isolées, qui sont soit mis un petit peu au banc de la société, soit délaissées, tout simplement. Ces populations rurales, elles sont coincées entre des opérateurs économiques qui maîtrisent de plus en plus de territoires et qui dégradent les ressources nécessaires à la survie même de ces communautés, d'un côté, et entre les aires protégées où ces ressources sont encore abondantes et dont elles sont parfois été exclues.
Je pense en particulier ici à une des aires protégées que je connais assez bien en Afrique centrale, le parc national d'Odzala-Kokwa, qui se trouve au nord de la République du Congo. Ce parc est situé dans une région de grande diversité d'écosystèmes, avec des forêts denses, humides de basse altitude, des forêts clairsemées, qui sont un écosystème tout à fait particulier, qui est favorable aux éléphants et aux gorilles, avec des grandes herbes qui font plusieurs mètres de haut, des forêts marécageuses ou inondables, des savanes incluses et des clairières marécageuses, d'où l'on peut observer en fait la grande faune forestière, donc éléphants, buffles, gorilles, sitatunga, etc. Alors il y a 30 ans, ce parc était complètement délaissé. Il y avait juste une petite équipe de gestion qui était peu équipée. Et donc vous imaginez bien que dans ces conditions-là, parler d'efficacité de gestion est un petit peu illusoire. On va dire que l'efficacité de la gestion, elle va être de fait parce que le territoire est assez grand, assez peu peuplé, et finalement, à cette époque-là, il y avait des impacts. Il y avait déjà du braconnage, en particulier du braconnage à l'éléphant, mais qui n'était pas trop développé. Donc finalement, l'aire protégée jouait son rôle. Mais au fur et à mesure des années, bien entendu, il y a eu de plus en plus de pression sur ce territoire. Alors, avec l'appui de l'Union européenne, l'État a mis en place une gestion petit à petit plus efficace, mais qui restait insuffisante par rapport à l'étendue de ce territoire à gérer et à l'augmentation en particulier du grand braconnage. Depuis quelques années, l'État congolais a conclu un accord de partenariat public-privé avec l'ONG African Parks. Donc en parallèle à ça, aussi une fondation sud-africaine, la fondation Platner, a développé aussi un tourisme de haut de gamme pour faire découvrir au public international les richesses de ce parc. La lutte anti-braconnage, en particulier contre l'abattage des éléphants pour leur ivoire, s'est améliorée, bien entendu. Mais la pression des réseaux de contrebande reste encore forte. Donc il y a encore du travail à faire, je dirais. Et comme dans d'autres aires protégées de la région, il faut quand même voir que l'efficacité de l'aire protégée, elle ne doit pas se mesurer en regardant uniquement ce qui se passe à l'intérieur de l'aire protégée, mais aussi de prendre une mesure comparative par rapport aux autres territoires qui ne sont pas protégés de la même manière ou pas gérés de la même manière. Et on se rend compte que dans beaucoup d'aires protégées, comme ce parc national d'Odzala-Kokwa, le braconnage de la grande faune n'est pas totalement stoppé, mais il est fortement diminué par rapport aux autres territoires. Et que dans ces aires protégées, finalement, on a encore des grandes populations d'éléphants, d'écosystèmes fonctionnels qui sont peu perturbés, en ce sens-là qu'on peut mesurer l'efficacité de gestion, finalement. Dans le cadre de tous ces appuis et ce partenariat public-privé, eh bien, a été mis en place, par exemple, une clinique mobile qui permet en fait aux populations rurales les plus isolées d'avoir accès aux soins. Il y a des appuis aussi à l'agriculture. Et tout ça est dû à la présence du parc. Dans d'autres zones où il n'y a pas de présence d'aires protégées, eh bien, on n'a pas ces appuis. Et avec cet exemple d'Odzala-Kokwa, on constate qu'il y a une amélioration petit à petit du rôle des aires protégées dans le développement local et national. Ces aires protégées, ce sont des outils de gestion. Elles ne sont pas bonnes ou mauvaises par essence, mais c'est ce que les êtres humains qui en font, qui déterminent leur efficacité, leur équité sociale ou leur contribution au développement durable. Nous venons de voir avec Charles Doumanche les politiques de mise en œuvre et de délimitation des aires protégées. Mais qu'en est-il de l'impact de ces politiques sur les populations qui vivent dans ces espaces ? C'est ce dont nous allons maintenant discuter avec vous, Laurence Boutineau. Laurence, vous êtes sociologue et anthropologue au CIRAD et vous travaillez notamment sur les politiques foncières et forestières. Vous travaillez plus particulièrement, depuis une dizaine d'années, sur la relation à la forêt qu'entretiennent les populations villageoises sédentaires et les peuples chasseurs-cueilleurs plus mobiles, en Afrique centrale notamment. Dans ce podcast, vous allez nous parler plus particulièrement des populations forestières au sud-est du Cameroun et au nord du Congo-Brazzaville. Vous allez nous montrer comment elles sont confrontées à la réduction de l'espace forestier disponible pour leur subsistance. Laurence, bonjour. Bonjour Jennifer. Laurence, comment les politiques de protection de la biodiversité affectent les communautés humaines qui vivent traditionnellement dans ces espaces ?
Alors, les situations sont extrêmement variées. Si on prend l'exemple de l'Afrique centrale, les aires protégées et les réserves de biodiversité et de faune ont un impact important sur les populations dites autochtones. Ces populations dites autochtones sont en grande partie, on va se limiter ici, à la question des peuples des forêts, c'est-à-dire des chasseurs-cueilleurs dont le mode de vie reste encore mobile. Ici, on se heurte à une première complexité, c'est celle de définir les peuples autochtones. Au niveau international, les débats sur la reconnaissance des peuples autochtones dans le droit international se sont multipliés depuis 30 ans. On a abouti au renouvellement profond du régime juridique des peuples autochtones. On peut citer à ce sujet les deux textes fondateurs de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux, adoptée en 1989, et la Déclaration des Nations Unies en 2007 sur les droits des peuples autochtones. La première est juridiquement contraignante, la seconde non. Malgré cette reconnaissance internationale, en Afrique, la question autochtone ne se pose pas exactement de la même façon qu'elle se pose pour les Amériques, l'Australie et l'Océanie, où là, il y a un rapport entre le peuplement originaire et les conquêtes coloniales. En Afrique, la question s'inscrit dans une histoire précoloniale et coloniale différente. L'ensemble des populations, notamment les populations bantoues, qui est un groupe très vaste ethno-linguistique qui recouvre tout le bassin du Congo jusqu'au sud du continent, et qui concerne de nombreuses ethnies et qui sont tous de locuteurs de langue bantoue. Dans cette région, la plupart, elles sont toutes populations sédentaires et elles se sont déplacées depuis des milliers d'années avant Jésus-Christ dans le bassin du Congo en rencontrant et en s'associant parfois avec ces peuples qu'on appelle autochtones aujourd'hui, les peuples forestiers, chasseurs-cueilleurs, Baka, Bageli, Aka, Ngombe, etc. Et souvent en leur demandant leur protection devant les dangers de la forêt. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Baka et les Aka sont plus autochtones que les Bantous. Ils font tous partie de l'histoire du peuplement du bassin du Congo. Mais sur le continent africain, ces populations dites autochtones sont aujourd'hui invitées ou sommées de sortir des forêts pour laisser la place aux exploitants de tous ordres, du tourisme photographique, cinégétique et de l'exploitation des ressources naturelles. Alors, la situation des aires protégées serait pas si menaçante pour la survie des communautés si elle ne venait s'ajouter à toutes les autres formes d'enclosure existantes, pour reprendre le terme de l'économiste hongrois Karl Polanyi. L'expulsion des populations forestières pour l'exploitation forestière du bois, pour les mines ou pour les accaparements fonciers pour faire des plantations de palmiers à huile ou des VA sont autant de formes d'enclosure. Et les cartes montrent très très bien depuis 1920 jusqu'à aujourd'hui qu'on est passé d'un très faible pourcentage d'espaces protégés ou enclos jusqu'à un espace qui devient complètement saturé. Alors les aires protégées s'inscrivent dans ce paysage où le reste des forêts est déjà enclos et interdit aux usagers. Elles sont considérées comme des espaces riches en faune sauvage et biodiversité. Et les organisations internationales insistent pour qu'elles soient protégées des activités humaines qui sont considérées comme prédatrices. En fait, je me demande si, du point de vue des aires protégées, on soulève un paradoxe. Faut-il parler des peuples protégés par le droit international alors même qu'ils sont exclus des ressources vivrières? Ou bien faut-il parler d'abord de leur exclusion des aires protégées pour ensuite aborder la question de leur protection? Dans cette nouvelle répartition des espaces que vous venez de nous décrire, des zones sont-elles toutefois mises en place pour ces populations? Alors, si on reprend l'exemple des populations riveraines, des espaces forestiers au nord Congo ou au sud-est du Cameroun, pour parler des lieux que je connais, en fait, il ne leur reste que 5 kilomètres de part et d'autre des routes et des pistes pour vivre et pour cultiver. Alors, c'est non seulement très insuffisant pour cultiver, soit les produits de rente, mais aussi les produits vivriers pour la subsistance, et dans la mesure où les familles ont besoin de terre pour leurs enfants, et où les densités sont toutefois très faibles. Mais c'est d'autant plus insuffisant que les employés, ouvriers ou tout le personnel des industries forestières ou des autres installations touristiques ou de gestion des aires protégées viennent aussi grossir la densité démographique d'un territoire qui est donc limité par ceux-là même qui le mettent en exploitation. Il est parfois, enfin même assez souvent, concédé des espaces dits de forêts communautaires au Cameroun ou de zones de développement communautaire au Nord Congo. Mais ces espaces sont dédiés aux populations riveraines et sont souvent des territoires qui ont connu une première exploitation de la part des sociétés forestières et sont donc déjà des espaces dégradés avec moins de ressources et moins de gibier.
Ainsi, il faut ainsi prendre en compte cette expansion démographique engendrée par le développement des activités économiques, des sociétés forestières, des projets de conservation, de la faune et du tourisme. Ces activités autorisent des ouvertures de pistes et de routes, comme l'axe goudronné qui s'étend en République du Congo, des forêts du nord jusqu'à la capitale Brazzaville au sud. Cette expansion accroît la pression sur des ressources qui sont déjà comptées. Et le développement de la chasse commerciale avec des fusils, le braconnage à grande échelle, la collecte des fruits avant maturité, tout ça sont ainsi à déplorer. Et tous ces phénomènes appauvrissent les ressources forestières et la biodiversité et ne respectent pas les régénérations saisonnières des ressources et rendent caduques les recommandations internationales pour la protection des droits des peuples autochtones. Ces espaces dédiés aux populations locales sont aussi contraintes dans des plans d'aménagement qui sont complexes à monter et qui bien souvent n'arrivent pas à terme parce que c'est trop cher et ce sont des procédures assez administratives et très longues à monter. Laurence, qu'est-ce qu'il arrive avec les chasses traditionnelles dans ces zones protégées? Est-ce qu'elles sont encore permises à ces populations? Alors justement, oui, les chasses traditionnelles sont encore permises. D'ailleurs, ce sont les seules qui leur sont permises parce qu'en fait, elles sont quand même limitées, elles sont légiférées de façon plus ou moins précise. Et elles sont limitées à la fois dans le temps, parce qu'il y a des saisons de chasse. Alors, les peuples autochtones sont plus ou moins autorisés à chasser toute l'année, mais de préférence pendant la saison, qui a lieu de mai à novembre. En même temps, elles sont délimitées dans le territoire, puisqu'elles ne sont pas permises partout. Et en général, dans la forêt profonde, elles ne sont pas trop autorisées, même si les peuples autochtones y vont quand même. Et elles sont aussi limitées sur les espèces qui sont aujourd'hui catégorisées en espèces interdites, en espèces protégées et vulnérables, et puis en espèces autorisées. Les espèces autorisées, pour tout dire, c'est les petits ragondins, les petits lièvres et quelques céphalophes, 2-3 lapins, quoi. La faune emblématique, rhinocéros, éléphants, etc., et les lions, évidemment, sont interdits. Mais pas pour tous, parce que les éléphants, il y a des quotas pour les éléphants, notamment pour la chasse sportive, et où les tarifs sont très importants. Mais la troisième catégorie qui distingue la chasse traditionnelle et qui autorise la chasse traditionnelle, c'est l'armement, c'est-à-dire n'avoir pas d'armes à feu. De toute façon, il faut un permis d'armes, permis de port d'armes, il faut tenir un cahier de chasse, et tout ça, c'est très coûteux. Et ils n'ont pas les moyens. Alors, on leur autorise les armes traditionnelles, les arcs, les lances et les saguets. Et paradoxalement, ces armes traditionnelles sont faites pour du gros gibier, pour lesquels ils n'ont plus trop l'autorisation de chasser. Donc, c'est encore un de ces paradoxes. Et puis, surtout, ces armes traditionnelles sont très peu le fait d'une transmission de savoir de génération à génération. À Bomassa, au Nord Congo, les jeunes Baka nous disaient n'avoir pas été initiés à ces pratiques, pendant qu'un ancien nous faisait la démonstration du maniement d'une lance. Mais voilà, il faut savoir que ces savoirs naturalistes et toutes ces pratiques de chasse et de cueillette se transmettent au sein même de la forêt aujourd'hui, qui est interdite d'accès en grande partie. Là, on vient de parler de la chasse, mais on peut aussi évoquer le cas du miel, avec l'arrêt de l'exploitation habituelle par les peuples autochtones de cette récolte, voilà, qu'on peut faire dans la forêt, et des populations qu'on inciterait à utiliser des ruches. Oui, les autochtones continuent à produire leur propre miel à partir des arbres, notamment les sapélis, les ayous, qui sont évidemment aussi des arbres exploités par les forestiers. Donc, ce sont des arbres qui disparaissent. Alors, cette recherche de miel dans les arbres, c'est un savoir formidable qui requiert, sinon un don d'observation, à tout le moins un apprentissage ancestral inégalable. Et ça encore, ça s'apprend dans la forêt. Et les Baka et les Aka continuent à produire du miel parce que c'est à la fois rituel,
c'est à la fois un produit sacré et surtout un produit pour la santé, parce que c'est comme un colostrum, ça leur donne de l'énergie et c'est absolument fondamental dans leur bien-être physique comme psychologique. Ce savoir inégalable, il est formidable parce que bon, ils sont capables de discerner dans la forêt, par terre, les débris d'un bourdon, celui qui a pu féconder la reine, et retrouver les pattes et toute la carapace de ce petit bourdon, et d'observer alors la présence d'une ruche un peu plus haut. Mais les nouvelles bonnes pratiques de production du miel en ruche, oui, elles se développent, mais elles ne constituent pas encore un acquis partagé par tous les autochtones. Ce sont des modes de production plus industriels, ou du moins dans des quantités vouées à la commercialisation. Et c'est une commercialisation qui reste d'une certaine manière accaparée par certains bantous, c'est-à-dire par la population qui est un peu plus dominante, et où les ONG internationales qui viennent des villes et qui ont leurs intermédiaires au niveau local demandent au Baka de produire ce miel, alors qu'il n'a rien de traditionnel. Et puis, bon, il y a aussi d'autres produits forestiers non ligneux, qu'on appelle PFNL, comme les feuilles de marc entassées, le gnétoum, les champignons, les chenilles. Les chenilles, c'est la même chose. C'est encore une fois sur des arbres comme le sapélie, qui sont des arbres coupés par les industries forestières, et toute la pharmacopée végétale. Là, il s'agit vraiment du dernier rempart qu'avaient les peuples autochtones mobiles en forêt pour leur subsistance, et qui est aujourd'hui l'enjeu de convoitise et de concurrence sans précédent. Laurence, avec tout ce que vous venez de nous décrire, qu'est-ce qu'on peut dire donc aujourd'hui de la place de ces populations autochtones dans la gestion des aires protégées ? Je voulais citer mon collègue anthropologue Christophe Batik, qui est maître de conférence à Aix-Marseille, avec qui nous avons travaillé, et nous avons souligné cette injonction paradoxale dans laquelle se trouvent les peuples Baka au sud-est du Cameroun comme au nord Congo. Ils sont invités et ils sont formés à surveiller le braconnage dans les aires protégées. Alors, ils sont invités par les sociétés forestières comme par les aires protégées, les gestionnaires des aires protégées. Voilà, ils sont obligés de surveiller et souvent de dénoncer en fait les membres de leur propre communauté. Faut rappeler que ici ces zones protégées et ces enclosures constituent une exclusion du marché pour les peuples autochtones. C'est seulement ceux qui ont des armes et des pormis d'armes qui sont les mieux nantis qui accèdent au marché pour vendre de la viande, etc. Alors, d'une certaine manière, il faut rappeler que les contextes de gestion des ressources forestières et fauniques ne sont pas sans violence et prennent des formes de militarisation avec la surveillance et le contrôle des territoires, parfois comme on voit en Afrique de l'Est, avec des rangers armés. Donc c'est pour lutter contre des grands braconniers et contrebandiers. Mais c'est aussi une situation qui est dénoncée par les médias. Notamment, le WWF a pu être dénoncé par le rapport Survival international de 2017 parce que il maltraitait les peuples autochtones, les Baka, qui en fait n'étaient pas des éco-gardes très efficaces. Les Baka que nous avons rencontrés au Nord Congo nous disaient que la formation militaire pour devenir éco-garde était vraiment difficile pour eux. Ils l'ont en partie abandonnée. Et puis, parce que de toute façon, même les Bantous n'ont pas confiance dans la surveillance que peuvent faire les Baka, parce que les Baka sont là pris entre deux feux. Ils sont à la fois eux-mêmes exclus des forêts qu'ils doivent surveiller, eux-mêmes sont des chasseurs et ils aimeraient chasser, et ils ne peuvent pas dénoncer leurs parents qui sont en train de chasser devant eux, quoi. Donc, c'est toujours très compliqué de demander à la fois à des chasseurs d'être surveillants de leurs propres frères et de les dénoncer. Il reste que, tout le monde, les Bantous agriculteurs comme les peuples chasseurs-cueilleurs sont tous dans des conditions de pauvreté. La sédentarisation plus ou moins forcée des peuples chasseurs-cueilleurs et puis les différentes formes de restriction de l'espace forestier en tant qu'espace d'usage et de vie. Les politiques de gestion de la conservation de la biodiversité et de la faune sauvage, avec l'établissement des aires protégées, tout ça pose la question d'une confusion systématique entre le chasseur de subsistance, le Baka, et le braconnier.
On a trop tendance à faire advenir le chasseur de subsistance comme un délinquant. Alors ça pose toujours cette question de la possibilité de subsistance de ces peuples de la forêt, de leur reproduction sociale, religieuse, symbolique. Et ils se retrouvent aujourd'hui dans des conditions de précarité écrasantes, entre l'alcool, les désœuvrements, la maladie, la tuberculose, même la lèpre. Et ce sont en même temps qu'au niveau international, on reconnaît les traditions orales, notamment les chants polyphoniques des Haka en Centrafrique, comme un patrimoine immatériel de l'humanité. Donc l'image des Baka et celle des peuples autochtones est souvent présentée comme un idéal de la frugalité, avec zéro impact sur les émissions de gaz à effet de serre, avec un impact résiduel sur la biodiversité, un habitat économe. Ça ne contribue pas à une véritable reconnaissance de leur savoir réputé traditionnel et toujours valorisé dans les discours officiels. Ici apparaît encore un paradoxe, un ultime paradoxe, celui des savoirs traditionnels indigènes qui sont vus au niveau international comme des modèles de vertu en pleine mutation environnementale. Et pourtant, on continue à faire de leur savoir une forme de supplément d'âme, mais sans jamais les intégrer dans des modèles de développement, ni les prendre au sérieux. Laurence, merci pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes sociologue et anthropologue au CIRAD et que vous travaillez sur les politiques foncières et forestières. In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extenso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast. The Conversation France.